Donc j'avais terminé mon dernier exposé, donc mon évocation de la période dite des nouvelles politiques, des Xinjiang à la fin des Qing, soit les années 1901-1911, en parlant des problèmes très nouveaux qui s'étaient manifestés et de façon de plus en plus pressante pendant les 3 ou 4 années ultimes de la période, juste avant la chute du régime, donc en gros entre 1908 et 1911. Et j'avais rappelé donc que l'impératrice Cixi, qui avait présidé depuis 1905 au débat sur l'adoption d'un système de monarchie constitutionnelle, meurt en septembre 1908, moins de 3 mois après la promulgation de ces principes généraux sur la Constitution, qui ne sont pas une constitution, mais un certain nombre de principes, donc le Xianfa Dagang, sur lesquels la Cour a fini par se décider. Donc ces principes, c'était, je crois, en août 1908 qu'ils ont été promulgués. Et j'avais aussi noté à quel point l'opinion publique avait été déçue par ce projet extrêmement conservateur qui laissait l'essentiel, on pourrait même dire la quasi-totalité, du pouvoir politique entre les mains du trône. L'empereur Guangxu meurt un jour avant l'impératrice douairière, et la rumeur a aussitôt couru qu'elle l'avait fait empoisonner pour être sûre qu'il ne lui survive pas. Et cette rumeur semble d'ailleurs confirmée par certaines recherches récentes extrêmement précises faites à l'Academia Sinica. Si c'est en effet ce qui s'est passé, l'explication pourrait être que Cixi savait pertinemment que son fils adoptif, donc l'empereur Guangxu, qui était alors âgé entre 30 et 40 ans, je ne sais plus exactement, même s'il n'exerçait plus l'ombre d'un pouvoir depuis le coup d'État de 1898, restait un symbole vénéré aux yeux de l'opposition légitimiste. Qu'elle craignait donc, c'est une hypothèse, qu'elle craignait donc qu'en retrouvant sa liberté d'action, l'empereur ne fasse prendre à la politique du trône un tournant libéral, et qu'elle considérait une telle éventualité comme dangereuse pour la survie même de la dynastie mandchoue. Encore une fois, ce sont des hypothèses dans le cas où, effectivement, elle a ordonné l'empoisonnement de l'empereur quand elle a vu qu'elle-même n'en avait plus que pour quelques heures. Quoi qu'il en soit, c'est un fait que la régence mise en place après la mort de Guangxu et de Cixi, la régence au nom de l'enfant en bas âge désigné par Cixi elle-même pour succéder à Guangxu, c'est un fait que cette régence a concentré encore plus de pouvoir qu'avant entre les mains des princes et des dignitaires mandchous qui en étaient arrivés à contrôler complètement la cour et le gouvernement central. Ce sont donc eux qui se sont retrouvés face à face avec une opposition constitutionnaliste réclamant de façon chaque jour plus véhémente la convocation immédiate d'un parlement, c'est-à-dire des élections, au lieu d'avoir à patienter de longues années avant que l'État ait eu le temps de procéder aux réformes administratives, économiques, éducatives, etc., jugées indispensables ou proclamées indispensables pour faire parvenir le pays à un degré de maturité, disons, compatible avec l'exercice de droits politiques. Et c'est d'ailleurs ce qui avait été annoncé explicitement, avec un délai de 9 ans, par le pouvoir au moment de la promulgation des principes généraux sur la Constitution en 1908. Nous avons vu que la régence avait lâché un peu de lest après la disparition de Cixi. La période d'attente avant l'élection d'un Parlement avait été ramenée à 5 ans au lieu de 9, donc ce serait désormais en 1913 et non pas en 1917. Et surtout, le régent avait ordonné en 1909 qu'on procède à l'élection des assemblées provinciales, dont le principe et les règles de fonctionnement, de désignation, avaient été promulgués en fait dès le mois de juillet 1908. Donc même avant, à peu près au même moment que les principes sur la Constitution. Donc en 1909, au début 1909, le régent ordonne qu'on y aille, et ces assemblées provinciales, qui ont donc commencé à se réunir après avoir été élus en octobre 1909, élus suivant un système extrêmement censitaire, ces assemblées donc ont rapidement débordé le rôle de simples conseillers, consultants, si vous voulez, sur les affaires locales qui leur étaient assignés pour devenir un foyer de revendication et de contestation
y compris au niveau national, puisque ces assemblées ont été à la pointe du mouvement pour réclamer la convocation immédiate d'un Parlement. J'avais également eu le temps de mentionner au passage le fait que l'Assemblée provinciale du Sichuan, puisque c'est le Sichuan qui va nous occuper à présent, avait été au centre d'une vague de protestations qui avait englouti la totalité de la province à l'été 1911, jusqu'à créer une situation quasi insurrectionnelle plusieurs mois avant que n'éclate dans la province voisine du Hubei la mutinerie qui est considérée comme le signal de départ de la révolution qui a mis fin au régime des Qing. Donc c'est encore aujourd'hui la fête nationale en Chine, à Taïwan en tout cas, le double 10, donc le 10 octobre 1911, qui renvoie à cette insurrection, qui a été à deux doigts d'échouer d'ailleurs, c'était un peu un miracle. Or, cette vague de protestations qu'ont accompagné beaucoup de désordres, Liu Duanfen, l'auteur du fragment d'autobiographie que j'ai déjà mentionné plusieurs fois et que nous allons commencer aujourd'hui à examiner, y a été confronté dans la sous-préfecture dont il était alors magistrat. Et il y a même été confronté assez violemment. Malgré tout, ce qu'il en dit de ces événements donc, dramatiques est relativement limité, comme vous pourrez le voir. C'est vraiment, pour user d'une expression que j'ai déjà employée, c'est vraiment le petit bout de la lorgnette. Je veux dire que c'est un témoignage purement personnel et qui ne prétend pas parler d'autre chose que de ce dont l'auteur a directement fait l'expérience, dont il a été directement témoin. Ce qui signifie que beaucoup de choses sont difficiles à interpréter si l'on n'en retrouve pas le contexte. Le contexte de la fin des Qing en général, j'ai essayé ces dernières semaines de vous en donner une idée aussi claire et synthétique que possible, et je crois que c'était nécessaire pour que ce dont nous allons nous occuper à partir de maintenant fasse sens. Quant au contexte proprement sichuanais, au début du XXe siècle, j'y viendrai le moment venu. L'autobiographie de Liu Duanfen s'intitule Le Huanshu Qilue, autrement dit, traduit littéralement, le bref récit d'une carrière publique au Sichuan. C'est donc une autobiographie professionnelle et la période qu'elle couvre coïncide à peu de choses près avec celle pendant laquelle Liu Duanfen a été en fonction dans la province, au Sichuan, soit, comme je l'avais déjà indiqué, de 1908 à 1911. Nous ne savons pas grand-chose de son parcours avant ces années, en dehors des quelques renseignements livrés par les préfaces de l'ouvrage, et d'abord par la préface qu'il a signée lui-même. C'est lui, en effet, qui nous dit qu'il a passé l'examen provincial en 1894, à l'âge de 36 donc 36 ans à la chinoise, donc 35 ans pour nous, approximativement, ce qui n'est pas particulièrement jeune pour passer le xiangshi, l'examen provincial. Et c'était en fait sa 7e tentative, et il nous dit que ça l'a obligé à poursuivre 17 années durant sa pratique du genre très particulier qu'il fallait maîtriser pour passer les examens, à savoir ces fameuses dissertations dites en 8 parties, dites à 8 jambes parfois, le baguwen, dont tout le monde à l'époque s'accordait à dire qu'elles n'étaient d'aucune utilité et d'ailleurs bien avant cette époque, d'aucune utilité pour de futurs fonctionnaires, ni intellectuels ni pratiques. Liu Duanfen nous dit aussi qu'il avait été éduqué par sa mère et sa grand-mère, et apparemment il était sans fortune. Sa sous-préfecture d'origine était Zunyi, qui se trouve au Guizhou. Zunyi, tout le monde devrait connaître le nom de Zunyi parce que ça a été le site d'une célèbre conférence du Parti communiste chinois juste avant la Longue Marche. Autrement dit, dans une des provinces les plus pauvres de l'Empire, et certainement pas une pépinière de lettrés et de fonctionnaires, comme le sont par exemple les provinces du Bayangtze. Ainsi, l'un des préfaciers de l'ouvrage, qui compare Liu Duanfen à 3 fonctionnaires modèles natifs du Guizhou et qui avaient vécu sous les Ming, affirme, sans doute avec l'hyperbole qui était toujours de mise dans ses préfaces, affirme que la province n'en a pas produit d'autres du même calibre avant Liu Duanfen lui-même, donc au moins pendant 3 siècles.
En tout cas, comme la plupart des licenciés, donc les jeunes, les titulaires de l'examen provincial, enfin nous appelons licenciés en français, Liu Duanfen doit attendre assez longtemps avant d'être nommé à un poste. Et en fait, beaucoup n'étaient jamais nommés à aucun poste. En 1902, il devient instructeur dans l'école confucéenne d'une préfecture secondaire du Guizhou, justement. Autrement dit, il est responsable de la gestion des lettrés locaux. Il doit les faire travailler, les examiner et surtout veiller à leur bon comportement. Ces gens qu'on appelle toujours en français des étudiants, les Shengyuan, donc les titulaires du premier degré des examens. On les appelle aussi bacheliers parfois en français. Un poste très modeste, donc, sans aucune responsabilité politique et sans revenu, ce qui explique d'ailleurs pourquoi les responsables des écoles confucéennes étaient les seuls fonctionnaires autorisés, comme dans le cas présent, à exercer dans leur province d'origine. Liu Duanfen sera également responsable d'une école nouveau style dans la même localité, donc un de ces fameux Xuetang, dont je reparlerai, et il nous dit qu'il consacrait tout son salaire à l'achat de manuels pour des étudiants, puisque ces Xuetang étaient supposés enseigner des matières nouvelles. On lui confie aussi des missions de recherche, ce qu'on peut appeler des missions de recherche, pour, il dit bien Kaocha, pour s'informer des problèmes d'éducation au Hubei, mais malheureusement, il ne nous donne aucun détail sur ce en quoi consistaient ces missions, en dehors du fait qu'il en a profité de nouveau pour acheter beaucoup de bouquins qu'il a ramenés ensuite pour les étudiants au Guizhou. Liu Duanfen a donc été dès le début impliqué dans ce mouvement pour créer des écoles nouveau style, avec des programmes et des méthodes plus ou moins inspirés de l'Occident et du Japon, en tout cas pour une partie du programme, mouvement qui a été engagé dès le XIXe siècle, qui a été brièvement officialisé au moment des réformes de 1898, puis repris de façon systématique dès le début des nouvelles politiques. Et en fait, la date la plus importante ici est probablement 1904, lorsque le gouvernement a décidé de généraliser dans tout l'Empire, de façon vraiment contraignante, un système à 3 niveaux, correspondant plus ou moins aux primaires, secondaires et supérieures, explicitement calqué sur celui du Japon, qui lui-même était inspiré des pays occidentaux. En tout cas, il faut croire que Liu Duanfen s'est bien tiré de ses missions au Hubei et au Guizhou, puisqu'il est recommandé et promu au 6e rang de la hiérarchie mandarinale en 1906. En tant qu'instructeur, il n'était qu'au 8e rang. Puis il est nommé magistrat, il a le grade de magistrat, qu'il a obtenu probablement par la procédure de tirage au sort, dont j'ai beaucoup parlé à un certain moment, et qui était la règle pour la plupart des postes l'année suivante, donc en 1907. Mais il a fallu encore un certain temps avant que Liu Duanfen ne se retrouve effectivement à la tête d'une sous-préfecture. D'abord, il a dû faire le voyage à Pékin, et depuis le Guizhou, c'était un très long voyage, facilement 2 mois, afin de prendre sa nomination et d'être reçu en audience, comme tous les fonctionnaires nouvellement nommés. J'avais dit un mot la dernière fois de cette procédure. Et il nous dit qu'une fois à Pékin, ça lui a pris plusieurs mois avant de pouvoir passer en audience. C'est pour ça que je disais qu'il semble qu'il n'était pas fortuné, car il n'avait pas assez d'argent pour payer le certificat d'identité et d'honorabilité qu'il était tenu par le règlement de solliciter à Pékin, donc, auprès d'un fonctionnaire métropolitain originaire de la même province que lui, donc du Guizhou, il ne devait pas y en avoir tellement, et ceci contre finance, et de fait garantir leurs compatriotes pour diverses opérations administratives, leur donner des certificats, des attestations si vous voulez, était une source importante de revenus pour les fonctionnaires en poste à la capitale, qui étaient toujours à courir après l'argent. Une fois cela acquis, en tout cas, probablement il s'est endetté, comme ils le faisaient tous, Liu Duanfen a donc été nommé au Sichuan, mais sans affectation précise. Simplement, il a été nommé à l'essai, Sheyong, ou, si vous voulez, comme stagiaire, comme c'était le cas pour la grande majorité des magistrats à leur première nomination. Donc, il n'était pas désigné pour tel endroit, mais Fenfa, Sichuan, envoyé au Sichuan, Sheyong, pour y être mis à l'essai, en quelque sorte.
Ce stage, donc, il l'a accompli au bureau judiciaire de la province, au Yanchu. L'expression signifie littéralement bureau des jugements, autrement dit, à la capitale provinciale, à Chengdu. En fait, je ne sais pas exactement depuis quand ces bureaux judiciaires existaient, mais on les trouve mentionnés dès la première moitié du XIXe siècle. Il s'agissait d'organismes non statutaires, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissaient pas dans l'organigramme officiel de l'administration provinciale, d'organismes où le commissaire judiciaire de la province, qu'on appelle aussi couramment le juge provincial, le Anshache, faisait travailler des magistrats détachés et des fonctionnaires en attente d'affectation, des stagiaires donc, les faisait travailler sur les affaires qui étaient soumises à ces services, soit pour révision, comme il était de règle à partir d'un certain degré de gravité, soit pour être réexaminé après un appel. En tout cas, pendant son temps au Yanchu de Chengdu, Liu Duanfen doit enquêter sur un nombre assez important d'affaires judiciaires survenues un peu partout dans la province, et ces affaires nous livrent quelques détails intéressants sur la société locale, encore que de façon inévitablement beaucoup plus cursive que les documents judiciaires eux-mêmes, dont j'ai souvent souligné l'importance pour l'histoire sociale. En outre, Liu va se voir confier d'autres types de missions, et celles-ci le conduisent parfois assez loin de Chengdu. Et ce qu'il a raconté sur ses autres responsabilités nous livre, pour le coup, plusieurs informations originales sur l'impact des nouvelles politiques au Sichuan en général, je veux dire par contraste avec l'horizon nettement plus circonscrit des deux sous-préfectures où Liu Duanfen servira un peu plus tard. Liu finit donc par décrocher une charge de magistrat le 20 septembre 1909, pour être précis, et lui-même est très précis. Je vous rappelle que son autobiographie est basée sur le journal qu'il tenait à l'époque, donc il date toutes les choses au jour près. Il s'agit d'une nomination en délégation et à titre intérimaire. Et les deux termes importants ici sont wei, qui signifie être délégué à une mission quelconque, à une tâche quelconque, et shu, qui signifie faisant fonction d'eux, par opposition à titulaire. Donc, traduire les postes en chou par intérimaire est une bonne traduction. Être nommé pour un intérim dans une sous-préfecture était ce qu'espéraient tous les stagiaires qui attendaient une nomination dans les capitales provinciales, et il y en avait beaucoup. D'abord parce que c'était un vrai poste, en pleine responsabilité, et un poste qui jouissait d'un certain prestige, même s'il se situait à la base de la hiérarchie territoriale. Et ensuite, parce que c'était le seul poste où on avait des chances de se refaire une santé financière, dans la mesure où ce poste se trouvait, les magistrats se trouvaient au contact direct des contribuables et que les activités fiscales généraient toutes sortes de surtaxes, de commissions et d'à-côtés plus ou moins légaux, mais en tout cas coutumiers. Les impétrants étaient donc les stagiaires qui attendaient d'être nommés à de tels postes en intérim, se trouvaient sur des listes d'attente, mais ils devaient aussi se distinguer dans leur travail et se faire apprécier des autorités de la province. Et en fait, il y avait beaucoup de lobbying quand ce n'était pas de corruption pure et simple. C'était le gouverneur général qui prenait la décision de nommer un tel comme magistrat intérimaire à tel endroit, et comme dans toutes les provinces, il était libre de nommer ou de muter qui il voulait dans la majorité des sous-préfectures de sa province, sous certaines conditions bien sûr de qualification et d'ancienneté, et en principe après avoir dûment testé les personnages en question. En revanche, les nominations directes par le gouvernement central, par le ministère de la fonction publique, donc les nominations comme titulaires, étaient la minorité. Je ne peux pas donner de chiffres, mais la proportion qui s'est instaurée dès le XVIIIe siècle était 2/3 de postes désignés par le gouverneur, à partir du pool de fonctionnaires qu'il avait sous la main, et 1/3 directement rempli par le ministère. Liu Duanfen est donc affecté à Hanzhou. Comme son nom l'indique, Hanzhou est ce que je propose d'appeler une sous-préfecture supérieure, un zhou, ce qui est en principe un peu plus prestigieux qu'une sous-préfecture ordinaire, donc un xian, même si la position dans la hiérarchie territoriale et les fonctions sont essentiellement les mêmes. Hanzhou se trouvait à une 50aine de kilomètres au nord de la préfecture de Chengdu, donc la capitale provinciale,
dont elle dépendait administrativement. Et la ville où se trouvait le siège du gouvernement local était située sur la route postale, ou comme on dit parfois la route impériale, qui conduit depuis Chengdu vers le Shanxi, donc vers Xi'an, vers le nord-est, et de là à Pékin. Et cette route, vous la voyez esquissée en pointillé sur la carte du haut. Alors, bien entendu, cette carte assez simplifiée ne représente pas, enfin ne fait pas figurer Hangzhou, mais si vous regardez à la limite de ce bassin de canaux d'irrigation très serrés autour de Chengdu, au nord-est, c'est à peu près là que se situe, donc sur cette route menant à Pékin via Xi'an, que se situe Hangzhou. Quand je parle de route impériale, il ne faut pas s'imaginer une autostrade menant de Chengdu à Pékin. En fait, c'était une route qui, semble-t-il, les routes au Sichuan étaient assez bien entretenues, pavées souvent, mais il y avait des sections, en particulier le franchissement des montagnes pour regagner Xi'an, le Guangzhou, donc la plaine de la Wei, la vallée de la Wei, était extrêmement acrobatique, et ce qui expliquait d'ailleurs pourquoi la province du Sichuan était considérée comme dotée de fortes défenses naturelles. Donc il y avait des secteurs où on ne pouvait pas se déplacer autrement qu'à dos d'homme ou en chaise à porteur ou à pied. Et à ce propos, Yu Duanfen remarque aussi que Hangzhou a des frontières avec 7 autres sous-préfectures et qu'il y a en outre beaucoup de hors-la-loi. C'est donc un lieu de passage très fréquenté, comme le reflète d'ailleurs la façon dont la sous-préfecture de Hangzhou est codée dans la classification officieuse des circonscriptions administratives de l'Empire. Ce que j'appelle ici un codage des circonscriptions ou des postes de fonctionnaires les postes des fonctionnaires qui en avaient la responsabilité, ce que j'appelle le codage est figuré par un ensemble de 4 caractères, à savoir Chong, Fan, Pi et Nan, qui signifient respectivement Chong, c'est un carrefour de communication, Fan, c'est une localité avec beaucoup d'activités, Pi, c'est fatigant, et Nan, c'est difficile. Et les 2 dernières qualifications impliquent plus précisément la première, donc fatigant, que l'administration fiscale est compliquée et pénible, et la seconde, donc difficile, signifie la lourdeur des tâches de maintien de l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de crimes et de banditisme. Dans la classification dont je vous parle, chaque poste de préfet ou de sous-préfet se voit affecter 0, 1, 2, 3 ou très rarement 4 caractères, et ce codage définit en partie la lourdeur du poste. Il définit de savoir s'il s'agit par degré ascendant de difficulté d'un poste dit simple, un tianque, d'un poste moyen, un zhongque, ou d'un poste important, yaoque, ou même très important, zui yaoque. Cette classification, il y a un grand article de William Skinner où il l'utilise pour dessiner justement ces grands schémas spatiaux en Chine, et il parle d'un code secret. En fait, le code n'était pas secret, il n'était pas officiel, il ne figurait dans aucune description officielle du gouvernement, mais il était connu. Et j'ai trouvé au moins un manuel de fonctionnaire, de magistrat, où le codage de toutes les circonscriptions de l'Empire figure et reproduit. Et le codage que j'ai retrouvé là dans le cas présent est reproduit dans un ouvrage sur l'administration locale des Qing, paru dans les années 80, qui le reproduit sur la base d'un grand tableau de plusieurs mètres de haut et de large, qui se trouve dans les archives à Pékin, les archives numéro 1, et où, paraît-il, sous forme hiérarchisée, toutes les circonscriptions de l'Empire figurent avec leur nom et leur codage et leur degré de responsabilité, d'importance. Et dans cet ouvrage, il est expliqué qu'à l'origine, on collait des sortes de post-it sur chaque circonscription avec le nom du fonctionnaire couramment en fonction dans l'endroit en question. Autrement dit, les fonctionnaires du ministère de la fonction publique avaient d'un coup d'œil sur un immense tableau la situation exacte aujourd'hui de tous les postes de l'Empire. En tout cas, dans cette classification,
donc la version de ce classement que je viens de décrire, qui date, semble-t-il, du début du XIXe siècle, mais les codages semblent avoir très peu changé au cours du temps, on peut voir que Hanzhou était un poste à 2 caractères, à savoir Chong et Nan, donc avec beaucoup de communication et avec des difficultés de maintien de l'ordre, et qu'il était classé comme moyennement important, au poste moyen, c'était un zhongtue. Ce n'est donc ni une sinécure, ni un poste hautement stratégique, où de toute façon, Liu n'aurait jamais été affecté pour une première nomination. Mais ce n'est certainement pas un poste facile. Liu Duanfen nous dit dans sa préface qu'au moment d'avoir à assumer des fonctions aussi lourdes, il n'était que trop conscient de ses propres insuffisances, qu'il était rempli de craintes, et je crois que c'est sincère, parce que le style de son autobiographie n'est pas du tout à l'hyperbole, à la fausse modestie, et que tout ce qu'il pouvait se promettre de faire, c'était de considérer le service du peuple comme sa priorité, d'user de la torture avec précaution, d'être sévère envers ses subordonnés, de s'obliger à rester intègre et de se montrer généreux envers ses administrés. Et de telles résolutions, dont la banalité ne vous échappe sûrement pas, sont dans le droit fil de la grande tradition impériale de l'administration locale, celle que montaient en épingle les manuels de fonctionnaires depuis des siècles, et celle dans laquelle Liu a été formé dans sa jeunesse. Et comme il se doit, l'ouvrage abonde en anecdotes et en déclarations qui reflètent ses valeurs et ses impératifs de comportement, donc tout à fait traditionnels. Donc nous sommes en plein dans la tradition, et c'est un fait qu'une bonne partie de l'activité de Liu Duanfen n'offre guère de différence avec celle que déployaient ses prédécesseurs au XVIIIe siècle ou avant. L'administration de la justice, par exemple, aussi bien pendant son temps au Yanju qu'une fois devenu magistrat, Liu Duanfen passe un temps considérable à arbitrer des disputes du même genre que celles qu'on trouve par myriade dans les recueils de jugement de l'époque impériale, à faire accepter des arrangements où chacun sacrifie un peu sans perdre la face. Et Liu nous explique, comme tant d'autres avant lui, la façon dont il procède au tribunal pour arriver à ses fins sans avoir à user de l'intimidation ou de la violence, mais en recourant à la persuasion et à la négociation. Quant à la justice criminelle, telle qu'il la pratique, elle aussi suit les voies et les méthodes les plus éprouvées. Dans ce domaine au moins, les nouvelles politiques ne semblent pas avoir encore changé grand-chose, en tout cas pas au Sichuan et dans le cas présent, même si le programme de réforme prévoyait un certain degré de séparation entre les fonctions administratives dévolues aux magistrats et les fonctions judiciaires qui seraient désormais confiées à de nouvelles cours indépendantes formant une hiérarchie parallèle à celle des postes administratifs. Autrement dit, les magistrats se verraient ou se voyaient privés d'une de leurs principales fonctions dans le système traditionnel, l'administration de la justice. La décision de mettre sur pied cette hiérarchie judiciaire indépendante remontait à un édit impérial de novembre 1906, mais il est clair que cela ne pouvait pas se faire du jour au lendemain. Ainsi, pour ce qui concerne le Sichuan, nous savons qu'à la fin de 1909, il n'existait encore qu'une cour d'assises à Chengdu et à Chongqing, donc les deux principales préfectures de la province, et des tribunaux locaux expérimentaux dans les sous-préfectures qui dépendaient directement de ces deux préfectures, c'est-à-dire dans la même ville en fait, donc les sous-préfectures où l'administration préfectorale avait son siège. Et nous savons qu'on a entrepris d'étendre l'expérience au reste de la province, qu'on ne l'a fait que l'année suivante, en 1910. En tout cas, nous n'en entendons pas parler dans l'autobiographie de Liu Duanfen. Dans cette dimension traditionnelle au moins, donc la pratique de la justice à l'ancienne par les magistrats de sous-préfecture, le texte de Liu Duanfen en évoque une quantité d'autres du XVIIIe siècle et en particulier du XIXe, dans lesquels des magistrats se présentant plus ou moins comme des fonctionnaires modèles parlent de leurs activités, de leurs méthodes, de leurs comportements et des valeurs qu'ils s'efforcent de mettre en pratique. Les fragments autobiographiques de Li Xiufang, par exemple, c'est-à-dire le Mongtan Suelu, que j'avais analysé assez en détail l'année dernière, sont un exemple, encore qu'il y ait chez Li Xiufang une certaine propension à l'anticonformisme et même à l'ironie qui est totalement absente du texte de Liu Duanfen. Mais l'un comme l'autre se montrent entièrement dévoués à leurs multiples tâches, humains, pédagogues, infatigables,
courant partout où les urgences les appellent, etc., etc. Cela étant, pour Liu Duanfen et ses contemporains, les fonctions des magistrats de sous-préfecture ne se résument plus à cet éventail de responsabilités et de modèles comportementaux enracinés dans la longue tradition du gouvernement local à la chinoise, même si tout cela est loin d'avoir disparu. L'époque n'est plus la même. Ce sont les nouvelles politiques et en 1908, les réformes entamées en 1901 sont déjà très avancées. Et leur accumulation même les rend impossibles à ignorer. Et c'est un fait qu'il y a dans l'ouvrage un certain télescopage entre l'ancien et le nouveau, entre les responsabilités administratives qu'on pourrait dire classiques, et d'un autre côté, tous ces nouveaux règlements qu'on est tenu d'appliquer et toutes ces nouvelles institutions qu'il s'agit de faire fonctionner. Ou plutôt, je parle de télescopage, mais on pourrait plutôt dire qu'il faut se partager entre les deux. D'ailleurs, Liu Duanfen, qui est très organisé, explique à un moment que dans son emploi du temps type, il conduit l'audience publique le matin, et c'est là que sont arbitrés de façon tout à fait traditionnelle les conflits judiciaires et que se règlent les affaires avec le personnel subalterne, et d'autre part qu'il consacre l'après-midi aux nouvelles politiques. Car, encore une fois, l'une des responsabilités majeures, l'un des grands problèmes des fonctionnaires locaux à l'époque où Liu Duanfen a été magistrat, c'est bien de faire appliquer ces nouvelles réglementations, ces xinjiang, ou comme ils les appellent parfois aussi, ces règlements édictés par le ministère, ces buzhang, qu'il mentionne à tout bout de champ et dont on vient de voir qu'il leur consacrait la moitié de ses journées. Toutes ces nouvelles règles, concoctées par le gouvernement central et relayées par le gouverneur général de la province, rencontrent en effet beaucoup de résistance. Et tout d'abord à cause des coûts qu'elles imposent à la population. Le problème était de faire financer les réformes par ceux-là même qui étaient supposés en bénéficier et dont beaucoup ne voyaient en fait pas l'utilité, quand ils ne considéraient pas qu'elles attentaient à leurs intérêts et même à leurs valeurs. Et sur tout cela, je reviendrai la prochaine fois. Et ce n'est pas en fait seulement la population qui renacle, ce sont aussi les fonctionnaires eux-mêmes, les fonctionnaires locaux qui risquent de traîner des pieds parce qu'ils n'ont pas envie d'entrer en conflit avec leurs administrés, surtout les plus influents, comme les notables et les marchands. L'un des grands soucis du gouvernement de la province, par conséquent, c'est de s'assurer que les magistrats appliquent effectivement ces directives et que de nouvelles institutions, encouragées par les réformes ou même ordonnées par les réformes, se mettent bien en place. Et c'est là, entre autres choses, que l'autobiographie de Liu Duanfen nous donne quelque chose à voir de tout à fait original. Et voici en quoi. À la fin de l'été 1908, alors qu'il est stagiaire au bureau judiciaire de Chengdu depuis plusieurs mois et qu'il a eu l'occasion de se faire connaître et apprécier, Liu Duanfen est chargé d'une mission d'inspection pour laquelle il devra parcourir le Minjiang, donc l'affluent du Yangtze sur lequel se trouve Chengdu, et le Yangtze sur toute leur longueur entre Chengdu et la frontière avec le Hubei, à l'est. Et ça, vous le voyez parfaitement sur ce grand arc que décrivent le Minjiang et le Yangtze de Chengdu jusque tout à fait à droite de la carte en haut, jusqu'à Wanxian, qui est la dernière sous-préfecture du Sichuan avant les gorges, en fait, les fameuses gorges qui mènent au Hubei. Le personnage qui lui assigne cette mission n'est pas n'importe qui. C'est en fait un des maîtres d'œuvre des nouvelles politiques au Sichuan. J'aurai l'occasion de reparler de lui, car il apparaît à plusieurs reprises dans le texte de Liu Duanfen, et je vous donne tout de suite son nom, c'est Zhou Shanpei. Christine Stapleton le définit dans son livre sur la rénovation urbaine à Chengdu, à la fin des Qing et sous la République, dont j'ai donné les références sur la feuille, et que je reciterai souvent, le définit comme un technocrate confucéen. Je ne sais pas s'il était très confucéen, mais il avait certainement eu une éducation classique. Et d'après elle, Zhou Shanpei aurait été l'un des principaux promoteurs des nouvelles politiques au Sichuan, et certainement le principal à l'intérieur des murs de Chengdu. Zhou Shanpei, qui avait grandi au Sichuan, même si sa famille était originaire de la région de Shaoxing, au Zhejiang, était issu d'un milieu de conseillers techniques et de fonctionnaires, et il avait donc reçu une formation classique, comme je viens de le dire, mais il n'avait pas réussi à passer l'examen de la licence qui lui aurait donné accès à la fonction publique.
Mais comme tant d'autres à cette époque, il était entré dans la carrière par la bande, en quelque sorte, en travaillant au service de hauts fonctionnaires réformateurs et en achetant à un certain point, en l'occurrence en 1905, un rang officiel qui lui avait permis de devenir effectivement fonctionnaire. Et c'est ainsi que, quand il envoie Liu Duanfen en mission, Zhou Shanpei a le rang d'intendant de circuit, donc de Tao, ce qui le place dans l'ordre hiérarchique entre les chefs de l'administration provinciale et les préfets. Et depuis 1907, il est administrateur général du Bureau des affaires commerciales du Shanhutu, certainement l'une des institutions clés pour la mise en œuvre des nouvelles politiques dans les provinces. Et la mission qu'il assigne donc à Liu Duanfen, et de nouveau c'est le mot Wei, assigner une mission, si j'ai bien compris, mais c'est exprimé de façon assez allusive, et je n'ai trouvé nulle part l'explication des termes techniques, la mission qu'il lui assigne donc c'est de vérifier dans toutes les villes le long du fleuve si le nouveau règlement concernant le titre du métal-argent utilisé dans les paiements est correctement appliqué. En gros, et c'est vraiment en gros parce qu'encore une fois, ce n'est pas très clair pour moi, en gros, il s'agissait d'imposer un titre uniforme de 97%, donc 97% d'argent pur, alors que les pratiques locales variaient notablement comme ailleurs dans le pays, mais toujours, d'après ce que j'ai pu lire, dans la fourchette 90 à 100%. Le désordre total qui régnait dans les moyens de paiement usuels en Chine, les différences coutumières d'un marché à l'autre, et parfois à quelques kilomètres de distance, les conversions compliquées auxquelles il fallait donc se livrer, tout cela est très connu, et apparemment le gouvernement, à l'époque des nouvelles politiques, cherchait à remédier à ces problèmes. Mais pour le moment, je ne peux pas en dire plus, et je dois avouer que ces questions monétaires me dépassent toujours un peu. Quoi qu'il en soit, dans un premier temps, Liu Duanfen essaye d'échapper à cette mission qu'on veut lui donner et de convaincre Zhou Shanpei de trouver quelqu'un d'autre, au motif qu'il est justement en train d'enquêter sur une affaire judiciaire très difficile. Mais Zhou Shanpei accepte seulement de réduire quelque peu la longueur de la mission en désignant un autre magistrat en attente de nomination pour s'occuper des 9 sous-préfectures situées en aval de Chongqing. Mais il en reste quand même 15 à inspecter pour Liu Duanfen. L'autobiographie décrit donc ce périple en donnant à chaque fois la date exacte où Liu arrive dans une nouvelle sous-préfecture. Ça lui prendra 2 mois en tout, grosso modo du début octobre au début décembre 1908. On remarque d'ailleurs qu'au passage, il a remonté un affluent mineur du Yangtze à partir de la cité préfectorale de Luzhou qui apparaît sur la carte. Donc il a remonté cette rivière Tuo pour aller inspecter la région des célèbres puits de sel du Sichuan, où l'on extrayait de l'eau salée par le moyen de forages très profonds, une technologie tout à fait avancée pour l'époque, dont il n'existait pas d'autres exemples en Chine, ni probablement hors de Chine. C'est là que le gouvernement achetait une part importante du sel du monopole, qu'il transportait ensuite et qu'il revendait à des marchands locaux accrédités avec un profit. Et par conséquent, les problèmes de paiement, de la nature même de l'argent qu'on utilisait pour les transactions, étaient très sensibles. Et c'est ce que montre bien Liu Duanfen, puisque c'est en fait la seule étape de son périple où il donne quelques détails précis sur ses discussions avec les acteurs économiques locaux. Liu Duanfen note aussi qu'il profite de ses visites pour inspecter les chambres de commerce locales, littéralement les assemblées de marchands, les shanhui, et pour se faire remettre des rapports précis sur leurs adhérents et sur leurs finances. Ces chambres de commerce sont une institution extrêmement importante de la période nouvelle politique. Elles se sont récemment multipliées, à cette date en 1908, elles s'étaient récemment multipliées dans tout le pays en réponse à une loi promulguée en 1904. Et aux yeux du gouvernement, ces chambres de commerce avaient l'avantage non seulement de stimuler l'activité commerciale, mais aussi d'aider les autorités à mieux la surveiller et à la réguler de façon plus efficace. Ça a été certainement une des réussites des nouvelles politiques. Mais de ces chambres de commerce, il n'y en a pas partout, et dans les localités où il n'en existe pas encore, Liu Duanfen insiste beaucoup pour qu'on en constitue une sans délai. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est que Liu Duanfen raconte son parcours de Chengdu à Chongqing 3 fois de suite, en parlant à chaque fois d'une mission différente.
Et soit dit en passant, c'est là qu'on voit comment il a réorganisé son journal pour en faire un texte autobiographique plus clair ou plus rationnel, quitte à reconstruire un peu la chronologie et à procéder à des retours en arrière. En effet, en plus de vérifier les pratiques monétaires dans tous les ports le long du fleuve, ce qui est l'objet officiel de la mission pour laquelle il a été désigné par Zhou Shanpei, le juge provincial, cette fois, dont Liu Duanfen dépend directement en tant qu'employé du bureau judiciaire, lui a demandé avant son départ d'en profiter pour inspecter les bâtiments et le fonctionnement des prisons, partout sur son passage. Et là-dessus, Liu Duanfen donne en effet beaucoup de détails sur ce qu'il a vu, sur ses efforts pour remédier au surpeuplement des prisons, en faisant libérer sous garantie les prisonniers impliqués dans des affaires peu graves, ou alors en faisant répartir les plus endurcis vers des centres de rééducation par le travail, du moins lorsqu'il en existait déjà, comme c'était le cas à Chengdu, et je reviendrai à la fin de ce cours, enfin d'aujourd'hui, de cette heure, je reviendrai sur cette institution typique des nouvelles politiques dont Liu Duanfen s'est beaucoup occupé à un moment. Et je rappelle aussi au passage que dans le système chinois traditionnel, l'emprisonnement n'était pas une peine. On croupissait en prison, et parfois très longtemps, en attendant d'être jugé ou alors en attendant d'être exécuté. Mais en 1908, la philosophie même de l'enfermement était en train de changer, et là aussi je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Au cours de ces inspections des prisons, Liu Duanfen ordonne en outre que les plus mal tenus soient nettoyés et réparés, et enfin, il sermonne le personnel afin que les prisonniers soient traités de façon plus humaine. Et là, en matière donc de gestion du petit personnel travaillant pour l'administration, on est vraiment dans la tradition. Liu Duanfen explique en effet qu'il tente de convaincre les geôliers de maltraiter les prisonniers, que maltraiter les prisonniers leur attirera des mauvaises rétributions, ou plutôt les attirera sur leur descendance, autrement dit, qu'ils accumulent du mauvais karma. Cette manière de discipliner les agents subalternes de l'administration, supposément naïfs et superstitieux, en leur inspirant la crainte de rétribution divine, est très régulièrement préconisée dans les manuels de fonctionnaires de l'époque impériale tardive. On peut bien sûr se demander si ça émouvait vraiment les intéressés. Il est difficile de le dire, mais c'est bien possible. En revanche, savoir si cela suffisait, même s'ils étaient émus, pour que les geôliers deviennent très gentils avec les prisonniers est une toute autre affaire. Ce que nous savons en tout cas, c'est que beaucoup de fonctionnaires tout à fait éminents croyaient dur comme fer aux rétributions divines pour eux-mêmes. Par exemple, s'ils avaient laissé condamner un innocent ou s'ils avaient présidé à trop d'exécutions. En tout cas, j'en ai rencontré plusieurs témoignages extrêmement précis et intéressants, dans des autobiographies, bien sûr, au XIXe siècle, justement. Quoi qu'il en soit, Liu Duanfen n'a pas été seulement chargé, à l'occasion de ce voyage, de vérifier l'application des nouveaux règlements sur les paiements en argent et d'inspecter les prisons au passage. Il a encore reçu une troisième mission, et secrète celle-là, et elle lui a été confiée par rien moins que le gouverneur général du Sichuan en personne. Là encore, c'est au moment de se mettre en route, lorsqu'il va présenter ses respects au gouverneur général Zhao Xun, un personnage redoutable dont j'aurai l'occasion de reparler, que ce dernier a ordonné secrètement à Liu Duanfen, Miyu, de profiter de son passage dans toutes ses sous-préfectures pour se renseigner sur un certain nombre de choses. D'abord, il y a le comportement des magistrats, et là encore on est dans ce qu'il y a de plus classique. Est-ce qu'ils siègent quotidiennement dans la grande salle d'audience de leur yamen pour recevoir les plaintes en personne et régler les cas rapidement, comme le gouverneur général leur en a donné l'ordre par une circulaire diffusée à tout le monde, c'est-à-dire plutôt que de laisser les affaires non résolues s'accumuler pendant que le petit personnel en profite pour rançonner les justiciables? Est-ce qu'ils se montrent capables de discipliner le dit petit personnel, les secrétaires, les coursiers, les policiers, etc. Est-ce qu'ils suivent l'interdiction qui leur a été signifiée de confier des missions publiques à leurs serviteurs personnels, ce qui était une pratique tout à fait courante dans l'administration traditionnelle? Et ensuite, il y a les nouvelles politiques, ou plus exactement la façon dont elles sont appliquées sur le terrain. Ainsi, Liu Duanfen est-il chargé de se renseigner sur ce qu'il en est des écoles nouvelles, donc des xuetang, des forces de police modernes, le terme est Xunting, et là aussi je reviendrai sur cette institution, ainsi que des patrouilles et des postes de garde le long du fleuve.
Tout cela représente finalement beaucoup de choses sur lesquelles Liu Duanfen doit se renseigner à mesure qu'il progresse d'une sous-préfecture à l'autre le long du Yangtze. Et en plus, à la demande de 3 hauts fonctionnaires différents. D'ailleurs, pour être sûr de rendre compte de tout à son retour, sans erreur ni omission, il explique qu'il a commencé un cahier spécial dans lequel il note ses observations au jour le jour. Et ce journal de bord, le gouverneur général va tout simplement le lui emprunter, s'en emparer après son retour, pour le lui rendre 3 jours plus tard, en lui manifestant qu'il est très satisfait et en lui laissant entendre qu'il est à présent dans ses petits papiers. Il lui dit qu'il n'a plus besoin de s'habiller formellement quand il vient lui rendre visite. Autrement dit, en laissant entendre qu'il est bien placé, que lui, Liu Duanfen, est bien placé désormais pour obtenir une magistrature. En fait, il lui faudra encore attendre de longs mois. Liu Duanfen peut donc considérer que cette mission, dont il ne voulait pas au départ, aura plutôt été une réussite. Cela étant, une première chose qui illustre parfaitement cet épisode, c'est l'obsession du contrôle chez les chefs provinciaux, en tout cas chez ceux qui avaient l'ambition de réformer sérieusement les choses. Il en existe en fait beaucoup d'exemples remontant longtemps avant les nouvelles politiques. Et je pourrais ici citer des gouverneurs comme Tian Wenting ou Chen Hongmo au XVIIIe siècle, 2 de mes auteurs favoris, qui ont laissé d'abondants recueils de directives, de correspondances administratives et de proclamations dans lesquelles ils ne cessent de houspiller leurs subordonnés pour qu'ils appliquent énergiquement et sincèrement les recommandations dont ils les submergent, plutôt que de faire semblant de ne pas en avoir entendu parler ou alors d'attendre que les choses se passent. Mais ici c'est un peu différent. Zhao Ersun, tout comme son frère Zhao Erfeng, qui lui succédera comme gouverneur général du Sichuan pendant les quelques mois précédant la chute de l'Empire, ont pour mission d'appliquer un plan systématique et concerté de réformes décidé par le sommet de l'État, et non par eux-mêmes pendant qu'ils sont en poste. Et ils sont bien décidés à aller de l'avant sans trop chercher à négocier, ce qui se terminera d'ailleurs très mal pour Zhao Erfeng, comme nous le verrons. D'où cette volonté de surveiller et de s'assurer que les choses bougent en dehors de la capitale provinciale et d'une ou deux grandes préfectures. Ce que je trouve assez remarquable ensuite, ce sont les pouvoirs d'investigation très étendus qui ont été confiés à Liu Duanfen, qui n'est après tout qu'un magistrat stagiaire. Mais justement, pendant le temps de sa mission, il est en quelque sorte le missus dominicus des personnages les plus puissants de la province. Et il est de ce fait habilité à tout inspecter. Et non seulement à tout inspecter, mais en ce qui concerne au moins la partie officielle de sa mission, il est habilité à rectifier ce qui ne va pas, comme le montrent ses interventions systématiques pour améliorer le fonctionnement des prisons, libérer une partie des prisonniers. Il n'y a qu'un seul magistrat qui ne veut pas en entendre parler, mais Liu arrivera à le circonvenir avec diplomatie, etc., etc. Et pour ce qui est de la vérification de la conformité des pratiques monétaires locales, il est habilité à infliger des amendes lorsque ces pratiques ne sont justement pas conformes. Quant à la partie secrète de sa mission, il est invité à dénoncer auprès du gouverneur général les magistrats qui n'obéissent pas à ses directives. Sa qualité d'envoyé spécial des autorités provinciales confère donc un réel pouvoir à Liu Duanfen. Ce pouvoir, déjà, il aurait pu le monnayer, ou au moins en user pour se faire traiter justement comme quelqu'un de très puissant et de très important. Et les gens qu'il avait à inspecter n'attendaient que cela. Ils voulaient absolument le recevoir avec faste, lui fournir des escortes et le couvrir de cadeaux, comme cela se faisait toujours dans ces circonstances. Et là encore, on a d'excellents témoignages autobiographiques au XIXe siècle, et j'en avais d'ailleurs parlé à une époque. Mais Liu Duanfen ne veut pas en entendre parler, d'abord, bien sûr, parce qu'il est très honnête, et surtout parce que, et c'est lui qui nous le dit, parce que la feuille de route que lui a remise Zhou Shanpei le lui interdit explicitement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Liu Duanfen affirme n'avoir aucun désir de profiter de ce pouvoir pour se mettre en valeur auprès de ses supérieurs en dénonçant ses collègues. Lorsqu'il rend compte de sa mission à l'intendant Zhou Shanpei et lui remet le tableau des amendes qu'il a infligées, l'autre lui fait remarquer que tout cela est plutôt modéré et qu'il est beaucoup moins sévère que ses collègues. Mais enfin, bon, il a travaillé sérieusement à unifier les moyens de paiement et Zhou lui laisse entendre que cela pourrait justifier qu'on lui attribue une petite sous-préfecture facile afin qu'il s'entraîne au métier de magistrat. Et concernant le journal de bord qu'il tenait pour consigner les renseignements secrets qu'on lui avait demandé de recueillir, Liu Duanfen n'hésite pas à écrire
qu'il montait en épingle, dans ses notes, qu'il montait en épingle les magistrats qui suivaient toutes les directives du gouverneur général, que pour ceux qui en suivaient au moins une partie, il s'abstenait de noter les points négatifs, et que pour ceux qui n'en suivaient aucune, mais jouissaient néanmoins d'une réputation honorable, il ne disait rien. Le document dont le gouverneur général s'est emparé et dont il a été apparemment très satisfait était donc quelque peu édulcoré. Et Liu Duanfen nous donne d'autres exemples où il a préféré, à d'autres occasions, où il a préféré s'abstenir de signaler des irrégularités plutôt que de mettre un collègue dans l'embarras. Cette attitude, en fait, est tout à fait caractéristique d'un certain esprit de corps parmi les fonctionnaires de même rang. Se mettre en valeur en dénonçant un collègue est toujours mal vu. C'est une preuve de petitesse et d'ambition. Et c'est bien pour cette raison que Liu Duanfen reconnaît sans problème qu'il a péché par excès d'indulgence, même si c'était d'une certaine manière trahir l'attente ou la confiance des supérieurs qui lui avaient confié cette mission d'inspection tellement importante. Et tout cela explique en même temps, ou contribue à expliquer, pourquoi il n'était jamais facile aux réformateurs de faire appliquer leurs projets sur le terrain. Et cela n'est pas particulier à la période des nouvelles politiques. Encore une fois, on en trouve maints exemples à des époques plus classiques, si je puis dire, dans l'histoire de la bureaucratie chinoise. Et l'on comprend aussi pourquoi la capacité de projection du gouvernement central à l'époque des réformes était, comme l'ont fait remarquer certains auteurs, limitée. Mais cette sorte de résistance passive de la part du corps des fonctionnaires locaux, supposés obéir aux ordres et appliquer les réformes, n'était bien entendu qu'une partie du problème, tant il est vrai que les dites réformes rencontraient également une résistance tout à fait active et parfois violente dans certains secteurs de la population. Et de cela aussi, nous verrons des exemples précis la prochaine fois. Comme son autobiographie le montre d'abondance, et comme nous le verrons donc, Liu Duanfen applique sincèrement les nouveaux règlements et il s'efforce avec beaucoup d'énergie de faire fonctionner les nouvelles institutions mises en place à cette époque. Mais à certains égards, il reste très traditionnel dans ses comportements et ses attitudes, et plus généralement dans son approche du métier de magistrat. Lorsque dans mon cours de 2003, je m'étais intéressé aux écrits de certains fonctionnaires confrontés aux nouveautés introduites par la présence des étrangers, protégés par les traités inégaux à la fin du XIXe siècle, et en même temps profondément attachés aux valeurs, ces fonctionnaires profondément attachés aux valeurs et aux méthodes de l'administration traditionnelle, j'avais parlé, si je me souviens bien, d'une sorte de schizophrénie, souvent reflétée dans le plan même des ouvrages. La modernité et la tradition semblent ne pas communiquer, même chez des auteurs à qui la modernité ne fait pas peur et qui savent comment la gérer. Il me semble qu'il y a un peu de cela chez Liu Duanfen, avec cette différence, encore une fois, que pendant la période des nouvelles politiques, et surtout à la fin de cette période, qui est celle donc pendant laquelle il a été en fonction, cette séparation est de plus en plus difficile à maintenir pour des fonctionnaires locaux qui ne cessent d'être pressés de mettre en application des décisions qui touchent à tout leur domaine de compétences et qui ont un impact direct sur la société elle-même. De tout cela, encore une fois, nous verrons des exemples quand nous analyserons les chapitres du Huanshu Jilue portant sur la période où Liu Duanfen a occupé les fonctions de magistrat. L'ouvrage est en 3 chapitres. Le premier concerne sa période de stage à Chengdu, y compris tout ce dont je viens de parler. Le second est consacré à sa magistrature à Hangzhou, et le troisième porte sur sa seconde magistrature, dans la sous-préfecture voisine d'ailleurs, de Qintang. Mais avant cela, je voudrais faire 2 choses. D'abord, je voudrais revenir d'où j'étais parti, à savoir la mention de la nomination de Liu Duanfen à Hangzhou, et terminer sur sa carrière et sur la description de l'ouvrage. Et ensuite, je voudrais dire un mot d'un épisode qui me paraît particulièrement intéressant, se situant dans le premier chapitre, à savoir les quelques mois que Liu Duanfen a passé à la tête du centre de rééducation pour les prisonniers de Chengdu. Liu Duanfen va être magistrat de Hangzhou pendant 14 mois. Quand il quitte son poste, au début novembre 1910, il est malade et il demande un congé pour rentrer au pays et s'occuper des tombes de ses ancêtres. Mais il ne pourra pas en fait quitter Chengdu. Et après quelques mois pendant lesquels il se traîne, parce qu'il ne se porte pas bien, puis se voit confier quelques missions, il est nommé magistrat de la sous-préfecture de Qintang, laquelle se trouve juste au sud de Hangzhou. On est à la mi-mars 1911.
C'est de nouveau une nomination en intérimaire et comme le précédent, le poste est classé comme étant de moyenne importance et avec un codage à 2 caractères également, mais différents, puisque ce sont cette fois en partie différents, avec beaucoup d'activités, donc fan, et difficile, nan. Et en effet, Liu nous dit que c'est une sous-préfecture de vaste dimension et où le banditisme est particulièrement virulent. Le poste l'effraie et il essaie de le refuser, mais les autorités de la province ne veulent rien savoir et il est obligé d'y aller en se disant qu'il peut faire une croix sur sa demande de congé. La magistrature de Liu Duanfen à Qintang, qui dure quelques mois, est effectivement dominée par les problèmes de maintien de l'ordre, bien qu'on y trouve aussi beaucoup de choses intéressantes sur la mise en œuvre de plus en plus active des nouvelles politiques. Il y est beaucoup question d'attaques de bandits, d'organisation de la milice, et à la fin de la période, des combats extrêmement confus qui se déroulent autour de Chengdu et bientôt un peu partout dans la province. Combats provoqués à l'origine par la décision du gouvernement central de nationaliser un projet de chemin de fer entre Chengdu et Hankou, qui avait été conçu et financé localement, je réexpliquerai cette affaire, puis par les manifestations populaires à Chengdu contre cette décision de nationalisation, et par la répression sanglante de ces manifestations, laquelle met en marche un engrenage de violence que le gouvernement provincial s'avérera incapable de contrôler. De ces éléments qu'on peut dire révolutionnaires, qui plongent le Sichuan dans le chaos à l'été et à l'automne 1911, je parlerai donc plus tard. Mais ce qu'on peut dire dès ici, c'est qu'ils ont marqué la fin de la période publique de Liu Duanfen. Liu a défendu bravement et efficacement la ville murée de Qintang pendant les désordres. D'après ses préfaciers, les gens qui ont écrit des préfaces pour son ouvrage, en tout cas, Qintang aurait été la seule ville sous-préfectorale dépendant de Chengdu, il y en a 16 en tout, à avoir échappé au pillage et aux destructions. Enfin 16, non pas exactement, parce qu'il faut compter les 2 sous-préfectures qui se partageaient la préfecture de Chengdu et dont le siège était dans les murs de Chengdu. Donc il y avait 14 en fait, villes murées sous-préfecturales autour de la capitale provinciale, de la préfecture de Chengdu. Donc il préserve Qintang des pillages et des destructions et ses administrés lui en savent une reconnaissance infinie et le supplient de ne pas les abandonner. Or, du jour où le gouverneur général Zhao Erfeng a abandonné la partie et où l'Assemblée provinciale a proclamé l'indépendance du Sichuan, c'est-à-dire le 27 novembre 1911, Liu Duanfen, qui de toute façon voulait démissionner depuis un certain temps pour cause de maladie, considère qu'il a fait son temps. Pourtant, il restera encore quelques semaines pour expédier les affaires courantes, malgré sa maladie qui empire. Et détail amusant, il nous dit qu'à partir de ce jour, il note tous les documents pendant plusieurs semaines, toujours de la même date, la date où l'empire a disparu, tout simplement. Jusqu'à ce qu'un ancien magistrat, donc de Qintang, sollicité par les notables locaux, vienne le remplacer. Et Liu Duanfen peut enfin ramener sa famille au Guizhou, chez lui, où il finira ses jours en menant une vie agréable de reclus et sans plus occuper aucune fonction officielle. Bien qu'il ne s'exprime nulle part sur sa position politique, il est en effet clair que Liu Duanfen était profondément hostile au mouvement antidynastique qui a fini par emporter tout. Certes, il avait amplement démontré qu'il était prêt à jouer loyalement le jeu de la modernisation et des nouvelles politiques, mais c'était dans le cadre du régime impérial. Qu'il ait refusé de considérer le régime républicain comme légitime, comme d'autres, qui ont également refusé de reprendre du service, y compris des personnalités beaucoup plus prestigieuses que lui et très sollicitées pour cette raison. Donc que Liu Duanfen n'ait pas considéré la République comme légitime est fortement suggéré par un de ses préfaciers, écrivant en 1914, qui le compare aux Yimin, littéralement aux ermites, du début des Qing, et qui le compare même aux plus célèbres d'entre eux, à savoir Gu Yanwu, Hua Zongxi et Wang Fuzhi. Autrement dit, à ces lettrés fameux qui avaient acquis leur statut de lettrés sous les Ming et qui refusaient obstinément de servir les Qing, malgré les sollicitations, par loyauté envers l'ancien régime. Peut-être aussi Liu Duanfen n'avait-il tout simplement pas envie de recommencer l'expérience.
Il explique dans sa préface qu'après sa retraite, il était assailli de demandes d'amis souhaitant le faire parler sur ses expériences de fonctionnaire au Sichuan et qu'il a donc décidé de les mettre, ces expériences, sur le papier. Or, tel qu'il l'exprime, c'est en pensant aux misères et aux difficultés qu'il a endurées, enfin il parle à la première personne, en pensant aux misères et aux difficultés que j'ai endurées pendant ces années passées comme fonctionnaire et où j'ai dû faire ce que personne n'aimerait ni n'accepterait de faire, c'est donc dans cet état d'esprit qu'il a décidé de reprendre son journal et d'en publier une version abrégée. Apparemment, le texte était achevé en 1914, puisque 2 préfaciers nous disent qu'ils l'ont vu à cette date. Mais Liu nous dit qu'il a alors été détourné de le publier par les hyperboles, justement, de cet ami qui le comparait à Guyenwu et aux autres. Il a eu peur d'avoir, dit-il, l'air de chercher à voler sa réputation. Tao Ming, autrement dit, à se faire valoir plus qu'il ne le mérite. Mais il se ravise 7 ans plus tard, alors qu'il se sent très affaibli, et le livre est donc publié en 1921 à Guiyang, la capitale du Guizhou. C'est un ouvrage dont il ne doit pas subsister beaucoup d'exemplaires. En tout cas, je n'en ai repéré qu'un seul, et je l'ai vu d'ailleurs, à la Bibliothèque nationale de Pékin. Mais cet exemplaire a été publié en fac-similé en 2003 dans un vaste recueil d'écrits biographiques chinois non officiels de Pi Zhuan. Et il n'est donc pas trop difficile d'accès, quoique dans mon cas, j'ai dû aller jusqu'aux États-Unis pour le trouver. Comme je le disais tout à l'heure, je voudrais terminer aujourd'hui en disant un mot d'une des expériences les plus intéressantes de Liu Duanfen pendant le temps qu'il a passé comme stagiaire à Chengdu, avant de devenir magistrat à Hangzhou. J'ai déjà fait allusion à ses fonctions au bureau judiciaire et j'ai parlé avec quelques détails de cette tournée d'inspection qu'il a dû faire le long du Yangtze entre Chengdu et Chongqing. Après son retour à Chengdu, au terme de cette mission, Liu sera encore envoyé par le juge provincial se renseigner secrètement sur plusieurs magistrats qui passent pour ne pas obéir aux nouvelles directives et pour avoir sur les bras divers abus judiciaires, mais Liu les met hors de cause avec ce même souci de ne pas charger les collègues dont j'ai parlé tout à l'heure. Puis, il aura encore quelques affaires judiciaires à régler au bureau judiciaire, avant qu'au début de 1909, le gouverneur général ne l'affecte comme administrateur du centre d'apprentissage de Chengdu, le Xi-Yi-Suo. Et les quelques mois que Liu Duanfen a passés dans cette institution nous valent des observations de première main, dont je ne pense pas qu'il existe d'autres exemples dans les sources consacrées à ce genre d'institution tout à fait typiques des nouvelles politiques. Je veux dire que ces centres de rééducation sont mentionnés dans la littérature, mais que personne ne nous y a jamais fait entrer. De quoi s'agit-il exactement ? On le comprend tout de suite quand on restitue l'appellation complète de l'institution, à savoir Zuifan Xi-Suo, ce qui signifie centre d'apprentissage, littéralement pour les criminels. C'est donc une sorte de centre de rééducation où l'on essaye de réformer les prisonniers en leur apprenant un métier. Le terme Zuifan, que j'ai traduit par criminel, désigne plus exactement des gens accusés de crimes et gardés en prison en attendant la confirmation de leur sentence. Mais je reviendrai sur ce point qui reste douteux à cette époque. L'idée donc de réhabiliter ainsi les criminels est éminemment moderne et elle semble avoir été expérimentée en Chine dès avant 1900. Pour être plus précis, dans la province du Hunan, pendant les années 1897 et 1898, lorsque cette province avait été le siège d'expériences extrêmement radicales menées par un groupe de lettrés réformistes un peu révolutionnaires sur les bords et bénéficiant de la protection d'un gouverneur sympathique à leurs idées, au moins au début. Mais les choses s'étaient ensuite gâtées en raison de l'hostilité de plus en plus violente des notables locaux. Mais le système est institutionnalisé, au moins sur le papier, au début des nouvelles politiques, dans le cadre de la réforme des prisons chinoises réclamée par certains gouverneurs progressistes, notamment Zhang Zedong, dès 1901. Le terme Xi-Suo semble apparaître pour la première fois dans un mémoire de 1902 et les premiers centres sont édifiés en 1904 et 1905 à Tianjin et Baoding respectivement, donc les deux des villes les plus importantes de la province métropolitaine après Pékin. Et un plan pour en établir dans toutes les provinces est proposé en 1905 par un des responsables de la réforme du droit chinois. Un plan qui mettra cependant un certain temps à se réaliser. Le modèle suivi est explicitement japonais.
Et on est d'ailleurs allé au Japon l'étudier sur place. Et pour cette raison, Douglas Reynolds, l'auteur de l'ouvrage sur les nouvelles politiques et le Japon, dont j'ai parlé la dernière fois, consacre quelques pages à ces centres de rééducation pour prisonniers. Il donne une liste des provinces où on en aurait effectivement établi avant la chute de l'Empire, mais le Sichuan n'y figure pas. Et pourtant, Liu Duanfen est là pour nous le dire, et en grand détail, on a bien fait fonctionner un CISO à Chengdu dès 1910 et sans doute un peu avant. Et non seulement à Chengdu, mais dans certaines sous-préfectures, puisque lors de sa mission, Liu Duanfen avait été chargé d'inspecter non seulement les prisons, mais aussi les centres de rééducation, là où il y en avait. Et lui-même mettra en place certaines institutions de ce type pendant sa magistrature à Hangzhou. Au reste, l'idée d'apprendre un métier non seulement aux prisonniers, mais également à des éléments rejetés par la société, comme les mendiants ou les vagabonds, apparaît plusieurs fois dans son texte. Cela faisait désormais partie des nouvelles conceptions de la justice criminelle, censée aligner la Chine sur les normes occidentales et japonaises. Quoi qu'il en soit, lorsque Liu Duanfen est mis en charge du CISO de Chengdu, donc au début 1910, celui-ci existe déjà, mais nous ne savons pas depuis quand. Il accueille à ce moment 210 criminels et autres vagabonds, et il fonctionne très mal. Il y a un budget de 20 000 taels par an, ce qui n'est pas une petite somme, mais d'après Liu Duanfen, ce budget est entièrement contrôlé par le comptable de l'établissement et lui-même n'est autorisé à mettre son tampon sur les documents qu'à posteriori. On comprend aussi que le CISO fonctionne comme une opération commerciale qui achète des matières premières et vend des produits finis fabriqués par les prisonniers, ce qui nous évoque des situations plus récentes en Chine, soit dit en passant. Liu Duanfen décide donc de réformer la gestion de fond en comble. Je vous passe les détails, mais il se heurte bien sûr aux comptables et au personnel qui l'accusent de changer les règles et qui vont se plaindre aux autorités, lesquelles donnent raison à Liu et l'autorisent à remplacer le comptable ainsi que le gestionnaire de l'établissement. Mais les difficultés continuent car c'est à présent le personnel qui renvoie des gens se plaindre auprès du gouverneur général et accuser Liu de vouloir se livrer à divers abus. Le gouverneur est ébranlé, mais Liu, qui a déjà su se faire apprécier de lui, comme nous l'avons vu, le convainc de le garder à l'essai. Malgré l'opposition du personnel, qui cherche à créer des incidents, Liu Duanfen vient résider lui-même dans le CISO et il se lance dans une réorganisation complète des lieux. Ceux-ci, dans sa description, peuvent désormais accueillir 400 personnes et il répartit les pensionnaires dans les dortoirs en mêlant les bons, les moins bons et les mauvais, suivant ce qu'il désigne de façon intéressante et curieuse, je dois dire, comme une méthode occidentale. Une méthode occidentale consistant à faire résider ensemble des gens de classes différentes. Preuve que les modèles étrangers étaient discutés jusqu'à Chengdu. Liu Duanfen ajoute également 3 nouvelles activités, coudre des chapeaux, teindre des tissus et tresser des sandales, à celles qui étaient déjà pratiquées, ce qui fait en tout 10 métiers enseignés dans l'institution. Et il s'investit à fond dans cette opération. Il vérifie tout en personne, il met en place un système de sanctions. À la fin de la journée de travail, tout le monde est rassemblé dans la cour de l'établissement et doit écouter Liu discourir sur la morale et sur les rétributions. Il compose aussi des sortes de petites comptines que des instructeurs doivent seriner aux pensionnaires quotidiennement. Et là, de nouveau, nous sommes en pleine tradition, car ces propos faciles à comprendre, arrangés en vers quadrisyllabiques, comme il les décrit, s'inspirent, nous dit Liu Duanfen, de Lu Kun. Lu Kun, qui était un des grands lettrés fonctionnaires de la fin des Ming et qui était aussi un personnage qui s'était fait un peu une spécialité de la pédagogie pour éduquer les masses dans les vraies valeurs. La qualité du travail de chaque pensionnaire, nous dit encore Liu Duanfen, est évaluée à la fin de chaque mois. Ils sont classés en 5 rangs, avec des récompenses pour les bons, sous forme de monnaie, de vêtements, de chaussures, etc. Ceux qui se sont montrés les meilleurs 3 mois de suite ont droit à une réduction de leur temps d'emprisonnement, voire à être relâchés. Sur le conseil du gouverneur général, les récompenses sont en fait stockées à mesure, de manière à constituer une sorte de pécule de sortie, et tout cela est bien sûr consigné dans des registres. Et il nous dit aussi qu'au début, les pensionnaires protestaient contre cette capitalisation forcée.
Liu fait également baisser le prix des produits vendus de façon à faciliter leur écoulement et à augmenter les bénéfices. L'institution prospère, il envisage de porter l'effectif à 600 pensionnaires et il a droit aux félicitations du gouverneur général. Ça va devenir un modèle pour la province, dit celui-ci. Mais Liu Duanfen est aussi piégé par son succès, puisque le gouverneur général veut le garder encore quelque temps, tout en lui promettant de lui attribuer une bonne magistrature, une sous-préfecture supérieure, un zhou, et comme nous l'avons vu, c'est bien ce qu'il obtiendra. Finalement, on lui dit qu'il sera libéré quand il se sera trouvé un successeur, et c'est ce qui se passe effectivement. Et à la fin du très long passage relatant toute cette affaire, Liu reproduit les éloges de ses supérieurs, lesquels le recommandent pour une promotion. Il aura passé dans ce centre de rééducation à peu près 7 mois. Ce qu'il y a en fait d'intéressant dans ce genre d'ingénierie sociale, c'est le mélange de vieilles techniques chinoises d'endoctrinement et, si je puis dire, de sciences carcérales inspirées de l'Occident et du Japon. Et c'est aussi la façon très comptable dont Liu mène son affaire, ces calculs optimistes de rentabilité qu'on rencontre si souvent dans les plans d'action chinois. Et dans le cas des nouvelles politiques, qui n'avaient pas les moyens de financer leurs entreprises, c'était particulièrement à considérer. Mais l'idée même de réhabilitation par le travail est très récente en Chine. Je disais tout à l'heure que dans la Chine impériale, on faisait de la prison dans l'attente d'un jugement ou d'une exécution, mais pas comme une peine. Or, cette conception a commencé, la prison comme peine, a commencé d'être mise en question, cette conception traditionnelle a commencé d'être mise en question par certains lettrés réformateurs dès les années 1860, et au moment du mouvement réformiste, à la suite des événements de 1895, la nécessité de remplacer le système de prison chinoise réputé barbare, ce qu'il était en grande partie, par un système à l'imitation de l'Occident réputé éclairé, ce qu'il était, je ne sais pas, et surtout par un système centré sur la rééducation des criminels par le travail et par l'éducation morale. Cette idée donc a commencé à être discutée de plus en plus régulièrement. Il se trouve que on affirme parfois que les voyages de délégations officielles pour étudier les institutions de l'Occident et du Japon, dont il y a eu un assez grand nombre à la fin du XIXe siècle, ont également joué leur rôle, dans la mesure où les prisons faisaient parfois partie de la visite. Comme on l'a vu, certains réformateurs éminents revendiquent cette idée donc, dès 1901, et elle est reprise par un édit impérial la même année. Et de fait, les choses vont évoluer assez vite, au moins sur le papier. En 1903 est officiellement promulgué le principe du remplacement de ce qui était la seule peine de longue durée dans l'ancien système, à savoir l'exil, sous ses diverses déclinaisons, par une peine d'emprisonnement dans un centre de travail. Et les choses vont se préciser ensuite jusqu'à un édit de 1907 qui ordonne la mise en place de prisons modèles et de centres de rééducation dans toutes les capitales provinciales. Et c'est donc de cela que nous avons une illustration dans le cas présent. Sur toute cette question de la réforme des prisons à la fin des Qing, je vous renvoie au premier chapitre de l'ouvrage de Dickeuter que j'ai cité en référence, qui est consacré donc à la réforme, enfin l'émergence de la prison moderne en Chine. Quoi qu'il en soit, une fois libéré de ses fonctions au CISO, Liu Duanfen va pouvoir très vite se consacrer à ce qui est la vraie vocation d'un fonctionnaire chinois, à savoir l'administration locale. J'ai déjà donné quelques idées des circonstances dans lesquelles il l'a fait, mais la prochaine fois, j'examinerai beaucoup plus en détail, donc dans 15 jours, beaucoup plus en détail, la façon dont la tradition et l'innovation se rencontraient et parfois s'affrontaient dans les sous-préfectures du Sichuan, en tout cas tel que nous l'expose Liu Duanfen dans son autobiographie. Je vous remercie.